bienvenue dans Studio Ésotérique. Imaginons juste une seconde que l'esprit humain fonctionne sur un vieux système d'exploitation. D'accord. Un système qui aurait été codé, disons, quand on avait à peu près 5 ans. Un code source qui est rempli de bugs, écrit en partie par des enfants dans une cour de récréation, ou par des figures d'autorité parfois fatiguées, et puis avec les messages publicitaires de l'époque. Ouais, un beau bazar en gros. C'est ça, un système totalement obsolète. Et pourtant, c'est celui qui tourne en arrière-plan tous les jours dans notre tête. Et l'objectif de notre exploration d'aujourd'hui, c'est vraiment d'aller chercher la mise à jour de ce système. Une mise à jour bien nécessaire, oui. Absolument. On plonge aujourd'hui dans une sagesse ancestrale mésoaméricaine. Une tradition qui est apparue entre l'an 900 et 1160 après Jésus-Christ, donc bien avant l'Empire aztèque. Tout à fait. Et ce qui émerge de ces sources, c'est pas du tout un mythe poussiéreux, hein. C'est une proposition radicale. C'est une véritable chevalerie relationnelle, un chemin qui a du cœur, comme on dit. Et d'ailleurs, le terme de mise à jour que tu utilises, qu'on utilise là, il est particulièrement approprié. L'approche qu'on va décortiquer ici, elle est profondément enracinée dans des mécanismes que la psychologie moderne et les neurosciences valident totalement aujourd'hui. Ah ouais, c'est pas juste de la théorie ésotérique, quoi. Mais pas du tout. L'idée, c'est vraiment pas de rester dans une réflexion éthérée. Ce que propose cette tradition, c'est une trousse à outils pratique, une vraie méthodologie de déconstruction pour le quotidien. Et c'est justement ce côté pratique qui rend la chose hyper captivante. Notre mission aujourd'hui, ça va être de décortiquer 5 principes fondamentaux issus de ces textes, mais surtout en se concentrant sur la méthode. Le comment, en fait. Voilà le comment. Comment on met en place des actions concrètes pour se libérer de la pression constante, pour arrêter de s'autoculpabiliser à la moindre erreur, et puis pour trouver une paix intérieure qui ne dépende plus des circonstances extérieures. C'est un vaste programme. Mais tellement vital pour quiconque a déjà sacrifié ses vrais désirs pour plaire, ou souffert d'un perfectionnisme paralysant, ou même passé des nuits entières à imaginer les pires scénarios catastrophes. Il y a des outils radicaux ici. Mais avant d'appliquer des solutions ou de sortir les pansements, il faut absolument poser un diagnostic. D'où viennent ces blocages au départ ? Bonne question. C'est là qu'intervient le concept central des sources, ce qu'elles appellent la domestication. La domestication. Comme pour les animaux. Exactement. Les textes expliquent que dès l'enfance, l'être humain est littéralement dressé. Par le système très archaïque de la récompense et de la punition, un enfant apprend à s'adapter à ce que la tradition nomme le rêve de la planète. Le rêve de la planète, c'est une métaphore pour parler de la société, j'imagine. C'est ça. C'est l'ensemble des règles de la société, les illusions collectives, les attentes des parents, les dogmes à l'école. Et pour survivre, pour obtenir de l'attention et de l'amour, l'enfant intègre ces règles sans aucun filtre critique. Il absorbe tout, quoi. Voilà. Et en grandissant, l'individu adopte comme ça des dizaines de milliers de croyances et de limitations. La tradition appelle ça des accords qu'on passe avec soi-même et avec le monde. Du genre, il faut travailler dur pour mériter d'être aimé. Des trucs comme ça. Ou pleurer est un signe de faiblesse. Oui, tout à fait. Ce sont des accords souvent totalement inconscients. Ce qui nous ramène directement à cette histoire de vieux systèmes d'exploitation. Ces accords limitants, c'est le code obsolète qui fait planter la machine dès qu'on essaye de lancer la spontanéité ou la joie pure. C'est une excellente analogie. Et pour s'en défaire, on se doute bien qu'on ne peut pas juste appuyer sur un bouton réinitialiser. La méthode parle de 3 maîtrises fondamentales pour y arriver. Lesquelles ? D'abord, la maîtrise de l'attention. On ne peut pas désinstaller un programme si on ignore qu'il tourne en tâche de fond. Il faut d'abord observer ses propres pensées pour identifier ces fameux accords limitants. D'accord, donc d'abord observer. Ensuite vient la maîtrise de la transformation. Là, c'est l'action de réécrire le code, d'adopter de nouveaux accords, mais choisis consciemment cette fois. Et enfin, la troisième, c'est la maîtrise de l'intention, ou de l'amour, qui permet de nettoyer ce que la tradition appelle le parasite mental. Le parasite mental. Oui, cette petite voix intérieure très tyrannique, qui juge en permanence, qui nous victimise. Ouais, je vois très bien de quelle voix on parle. Mais là, y a un paradoxe qui me saute aux yeux quand même. Lequel ? Si on part du principe qu'il faut abandonner ces anciens accords pour en adopter de nouveaux, est-ce que c'est pas juste une simple substitution ? Genre, on remplace un dogme imposé par un autre dogme imposé. C'est un second lavage de cerveau, au final. Alors, l'objection est super légitime, mais elle oublie un facteur clé qui est la conscience. La première domestication pendant l'enfance, elle a été subie. L'enfant pouvait pas choisir. Exactement. Il n'a pas la maturité neurologique pour avoir un libre arbitre face à ses parents.
Mais là, adopter ces nouveaux principes, c'est un choix d'adulte. Le but, c'est pas de s'enfermer dans une nouvelle prison dorée, c'est de dissoudre les barreaux pour regagner sa liberté. Les sources opposent d'ailleurs deux concepts, le monde de la domination et celui du dominion. Le dominion, c'est-à-dire? Le monde de la domination, il est régi par l'ego, la comparaison, la volonté d'écraser l'autre. C'est l'importance personnelle à l'extrême. À l'inverse, le dominion, c'est la souveraineté intérieure. Donc, diriger son propre royaume. Voilà, c'est assumer l'entière responsabilité de son monde intérieur. Choisir la compassion sans chercher à contrôler qui que ce soit d'autre. C'est un acte de rébellion, mais très intime. Ok, très bien. Alors, voyons concrètement comment on exerce ce dominion. Le premier outil pour commencer la reprogrammation, il concerne ce qui sort de notre propre bouche. Le premier principe dit que la parole doit être impeccable. Et attention, on ne parle pas ici d'utiliser un vocabulaire soutenu. Absolument pas. L'étymologie latine du mot est hyper révélatrice. Peccare, ça signifie pécher, mais dans son sens originel, ça veut dire manquer la cible ou s'égarer. Ah, intéressant. Du coup, une parole impeccable, c'est une parole qui ne s'égare pas dans la destruction, que ce soit envers les autres ou envers soi-même. Les textes insistent beaucoup sur le fait que la parole est performative, elle décrit pas le monde, elle le crée. Un peu comme un juge qui dit « je vous condamne ». La réalité de la personne, elle change à la seconde même où les mots sont prononcés. Ou l'inverse, une parole d'encouragement au bon moment, ça peut structurer la confiance de quelqu'un pour toute sa vie. Mais le truc le plus insidieux, c'est vraiment l'usage de la parole contre soi-même. La méthode propose de faire un audit de nos expressions corporelles. Ah oui, c'est la partie qui m'a le plus interpellé. Traquer ces petites phrases qu'on lâche sans y penser, genre « ça me prend la tête, j'en ai plein le dos » ou « cette situation me rend malade ». Dans cette tradition, utiliser ce genre d'expression, c'est jeter des sorts contre son propre organisme. C'est littéralement qualifié de magie noire autodirigée. C'est fort comme terme. Et la biologie moderne valide ça en partie. Le cerveau fait pas toujours la différence entre une menace réelle et une menace verbalisée. S'entendre dire en boucle que quelque chose rend malade, ça génère un stress physiologique qui peut mener à une vraie somatisation. D'ailleurs, il y a une action super concrète dans les sources, c'est la règle des 7 secondes. L'idée, c'est de s'engager, pendant une semaine, à compter jusqu'à 7 avant de prononcer la moindre phrase. 7 secondes, c'est énorme dans une conversation. C'est un silence qui paraît interminable, ouais. Mais c'est un exercice redoutable pour la maîtrise de l'attention. Ce laps de temps, il agit comme un coupe-circuit pour le cerveau reptilien. L'amygdale a le temps de se calmer et le cortex préfrontal peut reprendre les commandes. Au lieu de réagir de façon défensive, on répond de façon délibérée. Je vois bien le mécanisme. Mais il y a une faille potentielle. Si la règle absolue, c'est d'avoir une parole impeccable, de blesser personne, est-ce que ça veut dire qu'il faut ravaler sa colère face à une injustice? Imaginons un manager qui s'approprie le travail d'un employé en réunion. Rester silencieux pour être impeccable, c'est être complice, non? Alors ça, c'est la confusion classique entre être impeccable et être lisse. Dans ce cas précis, le silence, c'est de la lâcheté. Les sources font d'ailleurs un parallèle génial avec la communication non violente de Marshall Rosenberg. Ah oui, la CNV. Voilà. Il précisait qu'il n'est pas du tout interdit de crier si c'est une vérité profonde qui a besoin de s'exprimer. L'honnêteté radicale, c'est primordial. Avoir une parole impeccable face à ce manager, c'est dénoncer l'injustice avec une clarté chirurgicale, en s'en tenant aux faits. Sans basculer dans l'insulte, quoi. C'est ça, sans chercher à détruire son identité. Le but, c'est pas d'être gentil, c'est de dire la vérité, mais sans venin. Ok. Donc si on comprend que nos mots sont des actes créateurs qu'il faut maîtriser, la suite logique, c'est de savoir comment se protéger des mots des autres. Et ça nous amène au deuxième et troisième principe, qui fonctionnent en tandem, le bouclier et la quête. En gros, ne rien prendre personnellement et ne faire aucune supposition. Un tandem essentiel, oui. Le premier, c'est une armure pour protéger l'ego, et le second, c'est une vraie méthode d'investigation. Les textes citent souvent le stoïcien Épictète qui disait que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Et on plonge en plein dans le modèle ABC du psychologue Albert Ellis. A pour l'événement, B pour la croyance ou la supposition, et C pour la conséquence émotionnelle. On peut prendre un exemple très moderne. Vas-y. Le point A, c'est l'événement brut. Quelqu'un envoie un message après un super rendez-vous. L'application affiche lu, mais pas de réponse pendant 24 heures. Ça, c'est le fait factuel. Ouais. Et le point B,
La supposition, elle s'active tout de suite. On se dit « Oh là là, cette personne me trouve inintéressante » ou pire, je finis toujours par tout gâcher, je vais rester seul. Et le point C arrive, le corps réagit, la boule au ventre, le cœur qui s'accélère, on n'arrive plus à bosser. Un désastre physiologique complet, déclenché par quoi? Par une fiction totale inventée à l'étape B. Alors que la réalité, au point A, c'était peut-être juste que la personne a fait tomber son téléphone dans l'eau. C'est un enchaînement cognitif toxique. Et pour le déjouer, la méthode propose ce qu'elle appelle l'attention de surface. Faut arracher l'interprétation pour revenir à la réalité clinique. C'est un peu l'équivalent de la règle des 7 secondes, mais pour les pensées. On s'interdit de passer à l'étape B. C'est un peu l'attitude du détective sur une scène de crime. Un bon enquêteur, il suppose pas que le mari est coupable avant d'avoir relevé les empreintes. Exactement. S'il imagine un mobile tout de suite, son cerveau va filtrer la réalité pour confirmer sa théorie et il va rater les vrais indices. Ne pas faire de suppositions, c'est refuser de clore l'enquête trop tôt. La quête de la vérité, ça exige de suspendre son jugement. Et si on manque d'infos, la seule vraie action valable, c'est de poser des questions claires, ce qui demande du courage. Direct. Quelqu'un arrive et te dit le travail que tu as fait sur ce dossier est lamentable, t'as aucune compétence. Là, le ventre se tord tout de suite. T'as pas d'étape B pour te dire tiens, je vais faire une supposition. Comment on fait physiquement pour pas en faire une affaire personnelle? Là, c'est vraiment l'épreuve du feu. L'approche pour neutraliser ça, elle s'appuie sur ce qu'on appelle les suppositions allocentrées. Allocentré, faut traduire là, c'est technique. Ouais, alors, allo, ça veut dire l'autre, et centré, le centre. Ça veut dire placer le centre de gravité du problème chez l'autre personne, et pas sur soi. Il faut comprendre intimement que la critique, elle parle de l'émetteur. Donc de la personne qui insulte. Voilà. Si une personne ressent le besoin d'attaquer violemment, ça reflète sa propre carte du monde, son stress, ses limites. L'autre utilise sa parole pour expulser son propre venin. L'insulte, c'est un miroir de son chaos interne à lui. C'est un peu comme enfiler une combinaison de protection émotionnelle. On voit la toxicité voler vers nous, mais elle glisse. On peut entendre l'information factuelle, genre « Ok, le dossier est en retard », mais la charge émotionnelle, elle reste la propriété de celui qui la lance. C'est tout à fait ça. On devient immunisé contre les opinions d'autrui. Mais attention, là on arrive sur une ligne de crête hyper dangereuse. C'est-à-dire, le risque avec ces outils, c'est de tomber dans un cynisme total. De se dire « rien n'est personnel », j'écoute plus personne, et de se couper du monde. ah oui, le fameux ego spirituel. On se croit intouchable. Exactement. Et c'est pour éviter ça que la tradition propose 2 principes d'équilibrage. Faire toujours de son mieux et être sceptique, mais apprendre à écouter. C'est la voie du milieu. Faire de son mieux, ça empêche l'excès. C'est l'antidote naturel contre un des messages contraignants de l'enfance. Le fameux driver qui dit « sois parfait ». Ouais, le perfectionnisme, c'est une tyrannie qui génère que de l'anxiété. Si on trace une échelle de -10, qui serait le laxisme total, à +10, le perfectionnisme obsessionnel, faire de son mieux, c'est naviguer autour du zéro. C'est l'équilibre selon Confucius. Mais tu vois, ce concept de « faire de son mieux », ça a toujours semblé un peu ambigu. On l'entend souvent comme une excuse toute prête pour justifier la médiocrité. Genre, le projet a planté, mais j'ai fait de mon mieux, donc on peut rien dire. Sauf que là, c'est pas une excuse qu'on brandit après un échec. C'est un niveau d'engagement brut pendant l'action. La nuance est énorme. Ça veut dire déplacer sa focalisation du résultat vers le processus. Être dans l'instant présent, en fait. Exactement. Les textes disent bien ça. On peut citer Steve Jobs. Il disait que la seule façon de faire du grand travail, c'est d'aimer ce qu'on fait au moment où on le fait. Quand l'attention est totalement absorbée par l'action, il n'y a plus la peur du jugement futur. Et le scepticisme bienveillant vient s'ajouter à ça. On doute des mots, parce que le langage déforme la réalité, mais on maintient quand même une écoute active. L'écoute, elle est fondamentale pour contrer l'angle mort de la fenêtre de Johari. L'outil de psychologie sur ce qu'on ignore de nous-mêmes. C'est ça, il y a toujours une part de notre comportement qui est invisible pour nous, mais évidente pour les autres. Imaginons quelqu'un qui se croit juste franc, mais que toute son équipe trouve agressif. S'il refuse de prendre les critiques personnellement en mode « c'est leur problème », il reste aveugle à son propre comportement toxique. Il faut savoir écouter le fond. Le scepticisme permet d'écouter le retour sans s'effondrer pour y chercher l'information utile cachée derrière les mots. Bon, tout ça, intellectuellement, c'est limpide. On analyse, on comprend, mais l'esprit rationnel a beau valider, le corps humain a une sacrée mémoire. Les conditionnements sont inscrits dans notre physiologie. La vraie question, c'est comment on fait descendre cette reprogrammation de la tête jusque dans le corps.
La prise de conscience intellectuelle, c'est juste l'étincelle. Ça suffit pas pour effacer des décennies de circuits neuronaux. Il faut un passage par la matière. Et c'est là que les sources proposent des rituels de transformation. Il y a plusieurs exercices dans la méthode. D'abord, la récapitulation. C'est basé sur la respiration pour nettoyer les anciennes situations. En gros, on visualise une scène douloureuse du passé. En tournant la tête et en inspirant profondément, on aspire l'énergie vitale qu'on y a laissée. Puis, avec une expiration très puissante, on rejette l'énergie toxique de l'autre. C'est hyper visuel. C'est une vraie hygiène émotionnelle. Ensuite, il y a la pratique de la traque. Il s'agit de prendre une émotion en filature. C'est très proche du lying développé par Swami Prajnanpad. Concrètement, ça donne quoi de traquer une émotion ? Quand la connare surgit, l'intellect veut raconter une histoire. Du genre « je suis en colère parce qu'il a fait ça, c'est injuste ». La traque, ça exige de couper l'histoire, net. On localise l'émotion dans le corps. C'est une boule au ventre, une chaleur dans le cou. On observe juste la sensation. Purement la sensation physique, oui. On respire dedans, sans narration. Les neurosciences montrent qu'une émotion brute, si on ne l'alimente pas avec des pensées, elle se dissipe en environ 90 secondes. On affame l'émotion en lui coupant son carburant cognitif. Fascinant. Et pour clore ça, la méthode utilise des cérémonies. Écrire des lettres, par exemple. Une pour expulser ce qu'on veut bannir, qu'on brûle ensuite. Une autre pour acter les nouveaux accords. Et même faire des dessins. J'avoue que la première fois que j'ai lu ça, j'ai trouvé ça un peu naïf. Résoudre un truc existentiel avec un dessin, le côté magique m'a un peu laissé perplexe. C'est le réflexe naturel de l'esprit rationnel, ça. Mais ça montre qu'on comprend mal notre psychologie. Richard Bach expliquait très bien qu'un rituel, c'est pas de la superstition. C'est l'utilisation d'un canal qui contourne la logique. L'intellect analyse les mots, mais le subconscient, il a besoin de métaphores. Exactement. Il est sensible aux symboles, visuels, tactiles. Donc accomplir un geste, brûler du papier, dessiner, c'est donner une preuve matérielle au corps que quelque chose a vraiment changé. L'acte est accompli dans la matière. Et là, le changement de système d'exploitation est validé. Donc, si on rassemble tout, cette approche mésoaméricaine, c'est une boussole d'une précision chirurgicale. On a le virus, la domestication. On installe le pare-feu, surveiller sa parole, s'immuniser contre le poison des autres, refuser les scénarios inventés et ancrer son action dans le présent avec mesure. Tout ça scellé par un scepticisme bienveillant et des actes physiques. C'est un système très complet, mais qui demande une vigilance de tous les instants. C'est pour ça qu'on parle de chevalerie. Et ça ouvre la porte à un vertige philosophique majeur pour la fin. Si absolument tout ce qui fait notre personnalité, nos peurs, nos goûts, n'est qu'un rêve imposé, un empilement d'accords signés sans notre consentement dans l'enfance, que se passe-t-il si, au final, on arrive à résilier la totalité de ces accords ? C'est la grande question. Si on épluche l'oignon jusqu'au bout, qu'est-ce qui reste ? Est-ce que le personnage s'évapore ou est-ce qu'on s'éveille en réalisant qu'on n'est plus le personnage prisonnier, mais le rêveur souverain lui-même, libre de tout recréer ? C'est le point de bascule de la quête de liberté. Derrière le conditionnement, y a-t-il le néant ou une conscience pure ? Ça, c'est une énigme que chacun doit explorer par l'expérience. Si ce podcast vous a plu, partagez-le et abonnez-vous.